Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo qui concerne encore une fois les bases physiologiques et qui est également une introduction aux grandes notions physiologiques et cette vidéo traite de la deuxième partie de ce sujet. En termes d'organisation, si vous ne savez pas exactement de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir la première partie qui est déjà disponible sur la chaîne et qui présente euh, tout d'abord la définition, le niveau d'organisation, les fonctions vitales, les conditions vitales. Je ne reviens pas dessus, c'était traité dans la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser aux mécanismes de l'homéostasie ainsi qu'aux différents modèles que l'on peut utiliser pour qualifier l'organisme. Et donc maintenant, on va attaquer vraiment, on va dire, le point un petit peu peut-être le plus complexe de la vidéo, qui va s'intéresser aux différents mécanismes de l'homéostasie. Et pour vous, si on veut bien rafraîchir la mémoire, l'homéostasie, c'est tout simplement la capacité de maintenir des variables internes stables malgré des changements extérieurs. Et en parlant de variables internes, on peut également parler de facteurs contrôlés, c'est la même chose, ou également de constantes régulées. Ces trois termes veulent dire exactement la même chose. Et on peut regarder un petit peu les grandes variables internes que j'ai mis ici, avec leurs valeurs physiologiques associées. Et notamment, j'ai déjà pris beaucoup l'exemple de la glycémie, voilà, 1 g par litre, et vous avez un certain nombre d'autres variables avec leurs valeurs pour vous montrer qu'il y a de très nombreuses valeurs, et cette liste n'est pas exhaustive, il y en a bien plus encore. Mais voilà, par exemple, le rythme cardiaque, les équilibres acide-base, avec un pH à respecter. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée de ces différentes variables qui sont notamment importantes en médecine, hein, parce que justement, si on a une variation de ces variables, on peut avoir, comme on l'avait vu, une atteinte avec l'apparition de certaines pathologies. Alors, il faut comprendre qu'il y a deux grands systèmes en fait qui fonctionnent, mais de façon un peu différente, mais qui sont complémentaires. On va y revenir. Alors, vous avez en fait le système passif, et de l'autre côté, vous avez un système dit actif en fait, qui est un système de régulation. Et donc ces deux systèmes ne fonctionnent pas de la même façon, mais ils aboutissent à quelque chose qui va dans la même direction et qui permet le maintien de l'homéostasie. Alors pour le système passif, l'équilibre stable est dû à un équilibre passif, jusque-là pas trop compliqué, et dans le système de régulation, c'est tout simplement un mécanisme qui est stable par régulation. Jusque-là, tout est marqué dans le nom du système, donc c'est vraiment assez simple et parlant. Si on revient au système passif, en fait, qu'est-ce que ça va être concrètement? C'est une adaptation passive. Voilà. Mais c'est quoi concrètement? C'est-à-dire qu'on va avoir une modification des entrées et des sorties qui va permettre de maintenir une variable interne dans sa norme. On va y revenir avec un exemple juste après. Voilà pour le système passif. Donc modification des entrées et des sorties uniquement. Et système de régulation, en fait, c'est quoi? Bien, vous allez avoir une réponse liée à un stimulus et il va y avoir une modification de la variable interne pour un retour à la valeur de référence. Donc là, on va vraiment avoir un stimulus qui va être capté et qui va entraîner un certain nombre de phénomènes pour avoir un retour à la valeur de référence. Donc il y a quand même deux fonctionnements différents, l'adaptation passive et l'autre qui va être lié à un stimulus. Et comme je l'ai dit au début, c'est deux systèmes complémentaires qui permettent le maintien de l'homéostasie. Système passif et système de régulation. Alors je vais vous illustrer un petit peu ces deux systèmes avec l'exemple de la régulation de la glycémie, qui est un exemple qui est assez parlant en général. Donc on reprend nos deux systèmes et on va d'abord s'attarder un petit peu sur le système passif. Donc comme j'ai dit, le système passif, c'est que du passif. Donc vous allez avoir une modification des entrées et des sorties. Donc votre glycémie, qui est donc le taux de glucose dans le sang, bien, il va y avoir un certain nombre d'entrées, notamment par le tube digestif. Il y a une absorption par le tube digestif. Et il va y avoir également un certain nombre de sorties, notamment l'élimination rénale qui est possible. Voilà. Également les cellules consommatrices qui vont capter du glucose dans le sang. Et donc forcément, si elles le captent, elles vont
augmenter vos sorties, donc la glycémie va diminuer. Également, les muscles vont capter du glucose, le stocker sous forme de glycogène pour leur propre utilisation. Et vous avez également la régulation avec le foie qui, lui, va pouvoir faire des entrées et des sorties. Le foie étant un élément essentiel de la régulation de la glycémie également, notamment avec du stockage, etc. Donc, entrée et sortie qui permettent un maintien de la glycémie. Donc, vous doutez qu'effectivement, par exemple, quand vous allez avoir un apport de glucose, par une augmentation des entrées par le tube digestif, vous allez avoir également une augmentation des sorties. Donc, on va vraiment stocker et également, par exemple, une élimination rénale qui va être augmentée. Voilà pour le système passif, donc modification entrée et sortie. Et ensuite, vous avez le système de régulation qui généralement est présenté sous la forme de boucles de régulation. Et ici, voilà, vous allez avoir l'apparition du terme de stimulus. Avec notamment, si on prend l'exemple d'une augmentation de la glycémie, après un repas par exemple, ça va être détecté par, cette fois-ci, des cellules, notamment au niveau du pancréas, notamment des cellules bêta, qui vont générer la synthèse d'insuline, un métabolisme au niveau des cellules du pancréas, qui vont générer de l'insuline, et cette insuline va aller agir au niveau d'autres cellules pour, à terme, diminuer la glycémie. Donc on a toujours la même fonction finale, c'est diminuer la glycémie, par exemple après un repas, pour avoir un retour à la norme de 1 g par litre, ou voilà, 5,3 millimoles par litre, enfin peu importe, pour avoir une glycémie normale. Donc l'insuline, par exemple, va augmenter l'absorption du glucose par certaines cellules, et notamment va également favoriser le stockage du glucose sous forme de glycogène au niveau du foie, pour vraiment en fait diminuer le taux de sucre dans le sang, et donc avoir en fait une glycémie qui revient à un état normal et stable. Voilà pour les deux systèmes, qui donc ont un fonctionnement de base différent, mais qui ont même action finale. Ensuite, on va parler un petit peu de quelque chose qui est vraiment très important et dont on va beaucoup parler dans les prochaines vidéos également, qui correspond au mécanisme de régulation. Donc ce point au niveau de la vidéo est vraiment très important parce qu'il permet de comprendre beaucoup de choses. Donc vous avez ici, si on bien, un mécanisme, en tout cas la base d'une régulation, et on va donc zoomer un petit peu sur chaque élément et le fonctionnement de chaque élément. Avec donc votre balance qui est normalement dans un état d'équilibre, et vous pouvez avoir des déséquilibres qui peuvent être soit en fait un excès ou un défaut d'un élément. Donc tout d'abord, le premier élément à la base de tout mécanisme de régulation, c'est la présence d'un stimulus. Qu'est-ce qu'un stimulus? En fait, c'est une variation d'une grandeur qui va être captée bien sûr par un récepteur, et c'est ça qui est à l'origine de cette régulation. Donc tout d'abord, il faut un stimulus. Ensuite, il faut le récepteur associé, on l'a dit juste avant, qui va permettre de réagir au changement du milieu, notamment grâce aux propriétés qu'on a vues avant, qui étaient notamment la propriété d'excitabilité de certaines cellules. Et on va donc détecter cette modification par ce récepteur, et il en existe différents types qui peuvent être plus ou moins spécifiques à une modification. Vous pouvez avoir des récepteurs à la température, des thermorécepteurs, un certain nombre d'autres récepteurs qui vont détecter une variation d'un élément particulier. Ensuite, vous allez avoir également un centre de régulation qui est très important, qui est vraiment fondamental. Déjà, il va avoir la capacité de réceptionner et de décoder en fait le stimulus perçu. Voilà. Également, une de ses grandes fonctions, c'est de fixer la valeur de référence de la variable, et par la suite en fait d'analyser les données qu'il va recevoir. Et en fait, cette analyse, c'est quoi? Ça va être de comparer en fait la valeur de référence qu'il fixe à la valeur qu'on lui a rapportée par l'intermédiaire de l'entrée, et par la suite, il va déterminer la réaction appropriée en fonction de sa comparaison et de son analyse qu'il a faite. Et comment va être faite cette réaction appropriée?
Par quel moyen? Tout simplement par une sortie qui va aller en direction d'un effecteur. Et en fait, l'effecteur, c'est quoi? C'est le moyen par lequel la réponse va être mise en œuvre. Donc concrètement, c'est l'élément qui va réaliser en fait l'action qu'a décidé le centre de régulation. Et vous avez deux grands types d'effecteurs, moteurs, notamment par exemple pour les muscles, ou sécrétoires par des hormones, etc. Vous avez donc l'effecteur, et ensuite cet effecteur va donc induire une réponse, hein. Voilà, comme je l'ai dit, avec pour objectif final une diminution de votre stimulus initial, pour justement qu'ensuite votre boucle ait une régulation et que vous retrouviez un équilibre. C'est le principe même de ce qu'on appelle la régulation, très très important. Et en fait, c'est un retour de la variable vers sa référence qui, à terme, va aboutir à l'arrêt de cette boucle de régulation, qui va atteindre un équilibre. Et dès qu'on aura un déséquilibre, on aura un stimulus qui va qui va détecter par un récepteur, ensuite qui va être transmis au niveau d'un centre de régulation, qui va réaliser des comparaisons, déterminer la réaction en direction d'un effecteur, et l'effecteur c'est ce qui va réaliser l'action pour induire une réponse. Donc voilà comment fonctionne une régulation en physiologie, donc peut-être une des informations les plus importantes de la vidéo, et également des termes que je fais apparaître ici, qu'il faut bien retenir. Vous avez une voie afférente, hein, qui correspond en fait à l'entrée au niveau du centre de régulation, qui permet de faire le lien entre votre récepteur et votre centre de régulation. Et vous avez également une voie efférente qui va du centre de régulation à l'effecteur. Comment on peut retenir ça? Une voie afférente qui va arriver en fait au centre de régulation, il va s'approcher, tandis que la voie efférente va s'éloigner. Voilà, donc on peut le retenir avec l'initiale de chaque terme et en direction de l'effecteur. Voilà pour ce mécanisme de régulation. Maintenant qu'on a vu voilà, les mécanismes de régulation, on va maintenant regarder un petit peu plus en détail un petit peu les différents moyens de communication, notamment qui interviennent au niveau des voies, qu'elles soient afférentes ou efférentes. Alors si on reprend notre schéma général d'une boucle de régulation, d'un mécanisme de régulation, vous avez donc votre récepteur qui va capter un stimulus. Vous avez également le centre de régulation et vous avez un effecteur qui va ensuite induire une réponse en diminuant le stimulus initial et qui est à la base de la régulation. Voilà, jusque-là, c'est ce qu'on a dit juste avant. Donc il faut savoir que le corps humain, il y a trois grands types de communication. Le plus simple étant tout d'abord la communication intercellulaire en fait directe, c'est-à-dire que il y a une cellule qui va capter, qui va être donc un récepteur qui va capter un stimulus, une communication intercellulaire qui va transmettre ce stimulus donc via le récepteur au niveau d'une autre cellule qui va être en fait un effecteur qui va induire une réponse. Et c'est notamment permis, hein, cette communication, par un certain nombre de liaisons entre cellules. C'est pas une voie que je vais beaucoup tailler parce que voilà, elle est assez simple et je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, vous allez avoir une grande catégorie de communication qui va être liée en fait, au système nerveux. Et en fait, la voie afférente va être liée à des fibres afférentes de neurones qui vont aller en direction du système nerveux central, qui va donc jouer le rôle de centre de régulation, bien sûr, et qui va donc émettre, si on veut bien, ce qu'il a la réaction appropriée par la voie efférente, via des fibres efférentes de neurones en direction d'effecteurs qui va induire une réponse. Donc ça, ce qui est en jaune, c'est la partie nerveuse. Ensuite, la partie orange, située en partie inférieure, va correspondre au système endocrinien. Donc vous allez avoir un récepteur qui va capter encore une fois un stimulus, qui va donc émettre une hormone.
direction d'une glande endocrine qui va jouer le rôle de centre de régulation, qui va elle-même générer une hormone qui va agir sur un effecteur. Donc voilà pour ces différents moyens de communication au sein de l'organisme qu'il faut connaître, et avec donc le système nerveux, les communications intercellulaires et puis la partie endocrinienne avec des hormones en fait qui vont intervenir dans la voie afférente et efférente. Maintenant qu'on a vu vraiment les différents moyens de communication, les 3 grands moyens, on va voir un petit peu leurs différentes caractéristiques de chacun. Donc voilà, c'est un tableau qui est assez gros, mais qui résume de façon assez majeure les caractéristiques de chaque système. Alors bien sûr, ce sont des systèmes qui sont complémentaires entre eux, hein, comme toujours en physiologie, et voilà. On va commencer tout d'abord par la communication intercellulaire directe. Voilà, donc s'il faut retenir quelque chose, c'est tout simplement les éléments qui vont être mis en œuvre. Hein. Voilà, vous allez avoir des jonctions communicantes, comme j'ai dit, qui vont permettre de faire le lien, par exemple, entre les cellules, et puis des molécules d'adhérence. Voilà, c'est pas une voie que je vais beaucoup détailler parce que voilà, c'est pas la plus intéressante, mais il faut connaître en tout cas son existence. On va plutôt s'attarder sur notamment le système nerveux. Hein, donc le centre de régulation, on l'a vu, c'est le système nerveux, notamment central. Et puis tout en bas du tableau, j'ai mis la voie afférente-efférente, ça correspond aux fibres, aux axones, hein, notamment des neurones concernés. Donc je reviens pas dessus. Au niveau de l'action du système nerveux, il faut savoir qu'il va y avoir une action qui va être courte. C'est-à-dire qu'il va y avoir la stimulation du neurone, donc ça va vraiment être très court, avec une précision qui va être en fait précise, parce que le neurone va aller dans un endroit très précis, et il va agir de façon très locale. Hein. C'est ce neurone-là activé qui va agir. Donc c'est vraiment local précis. C'est le neurone. Au niveau de son déclenchement, il est rapide, hein, parce que la conduction nerveuse est rapide. Et vous allez avoir des potentiels d'action, comme on l'a vu dans le cas de l'excitabilité. Hein. Vous allez transmettre votre information par des potentiels d'action. Et entre les neurones, vous avez des neurotransmetteurs. Et le deuxième grand système qu'on va voir, c'est le système endocrinien qui s'oppose en fait dans toutes les catégories au système nerveux. Hein. Donc centre de régulation, on en a parlé. Au niveau de l'action, ça va être long, c'est-à-dire que vous allez avoir des hormones qui vont être sécrétées, donc c'est assez long hein, dans le temps. Une précision qui est pas très importante parce que ça va vraiment agir sur toutes les cellules, et puis notamment ça peut agir sur les cellules qui vont être distantes dans l'organisme. Et donc la topographie, de longue portée, ça peut aller très loin, d'un bout à l'autre si on veut bien, de l'organisme. Le déclenchement va être lent, hein, parce qu'il faut synthétiser, il faut déjà en fait percevoir par un récepteur le changement, et ensuite produire hein, par un système de métabolisme les hormones qui vont bien sûr ensuite être rejetées dans le sang et qui vont pouvoir agir à distance via les hormones qui sont donc qui concernent la voie afférente comme efférente. Donc vous avez vraiment une opposition en tout point du système nerveux et du système endocrinien. Retenir que le système nerveux, c'est les neurones, donc c'est très précis, très rapide. Et le système endocrinien qui est un peu plus lent, qui va agir plutôt sur la durée, pour des mécanismes un peu plus qui durent dans le temps. Et c'est vraiment sur l'organisme tout entier que ça va agir, hein, notamment par la circulation des hormones dans le sang. Et pour en finir pour cette partie sur les mécanismes de l'homéostasie, on va voir un peu les 2 grands types de régulation qu'il existe. Alors, j'ai repris un petit peu ça dans un petit tableau. Donc, on a parlé en fait depuis le début principalement des rétroinhibitions, c'est-à-dire que vous allez avoir un stimulus, une certaine boucle de régulation qui va agir à une réponse qui va à terme, si on veut bien, diminuer votre stimulus, et donc vous avez un arrêt de cette boucle. Donc c'est ce qu'on appelle une rétroaction négative. Le principe est simple, la réponse met fin au stimulus de départ, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous avez une action négative. Qu'est-ce qui va déclencher en fait cette inhibition? C'est tout simplement une variable, un écart de la variable interne hein, par rapport à la référence qui, notamment cette action-là, va être réalisée par le centre de régulation qui va comparer.
Donc c'est aussi ce que j'ai dit, donc je reviens pas dessus. Et la réponse, ça va être dans le sens opposé au stimulus pour, à terme, en fait, qu'il n'y ait plus de stimulus initial et aboutir à la fin de la boucle de régulation pour avoir un retour un retour physiologique, hein, un retour de l'homéostasie. Et donc le processus qui va être concerné, c'est tout simplement un phénomène fréquent, hein, qui permet le maintien de l'homéostasie et des variables internes stables. Donc c'est fréquent, et puis c'est un ajustement qui va être continu, parce qu'il y a toujours des variations. Voilà, donc la rétroinhibition, la rétroaction négative, voilà, c'est ce dont on a parlé un petit peu depuis le début, donc voilà, je reviens pas dessus, mais il faut bien savoir tout ça. Et on a également une autre action qui est ce qu'on appelle une rétroactivation. On parle également de rétroaction positive. Alors, c'est vrai qu'à première vue, ça peut paraître un petit peu aberrant parce que une rétroaction positive, on va dire que on pourrait se dire que ça va pas aller dans le sens d'une réaction physiologique et que ça va aggraver une modification et on va avoir en fait à terme un décalage très important par rapport à la variable de référence. Mais en fait, l'explication est un petit peu plus subtile. Alors, oui, certes, effectivement, il y a une amplification du stimulus de départ, hein, dans le même sens que la fluctuation initiale. On a vraiment tout qui varie dans le même sens. Mais en fait, qu'est-ce qui va provoquer cette rétroactivation? C'est un phénomène physiologique inhabituel. Et donc, en fait, à terme, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une boucle positive qui va s'entretenir et s'intensifier. Mais la particularité, c'est que cette boucle positive, hein, donc qui va amplifier, hein, et qui va aller dans le même sens que la fluctuation initiale, n'est présente que quand il y a le stimulus qui est présent. Et c'est ça qui fait toute la différence. On va l'illustrer après avec un exemple. Mais voilà, c'est une rétroactivation qui va être, si on veut bien, assez, comme on peut le voir dans le processus visé, qui va être assez peu fréquent et qui va agir de façon plus sporadique, c'est-à-dire de façon assez rare. C'est un phénomène rare. Et surtout également, si on veut bien, un petit peu local. On va le voir avec, encore une fois, l'exemple juste après. Mais voilà, rétroactivation, toujours dans le même sens, et il est présent tant que le stimulus est présent. Très important à bien retenir. Et donc voilà les exemples. Donc je vais d'abord parler de la rétroactivation, hein, puisque c'est ce dont on vient de parler, avec notamment le cas de l'hémostase, hein, c'est-à-dire le fait de maintenir, d'éviter sur bien l'hémorragie et de maintenir l'intégrité des vaisseaux sanguins. Donc le stimulus, hein, dans cet exemple-là, c'est quoi? Déchirement de la paroi vasculaire. Donc on va activer une boucle de rétroactivation avec l'arrivée de plaquettes sur le site et libération de substances chimiques. Donc si on poursuit la boucle, ces substances chimiques vont faire quoi? Vont attirer d'autres plaquettes, hein, grâce aux substances chimiques libérées, qui vont elles-mêmes venir s'agglutiner, resécréter des substances chimiques, etc. Et donc cette boucle, c'est vraiment une grosse amplification, jusqu'à ce qu'à terme, il y ait la formation par exemple d'un bouchon, et donc vous allez avoir en fait un arrêt de cette rétroactivation, parce que vous avez la paroi n'est plus déchirée, du coup il n'y a plus besoin d'amener de plaquettes, donc on va avoir un arrêt progressif des substances libérées, donc on va avoir une diminution de l'aggravation, si on veut bien, d'élément de départ, et vous avez un arrêt de la boucle grâce à la formation du bouchon qui va arrêter cette réaction d'amplification, car le stimulus initial qui était le déchirement de la paroi disparaît, donc vous avez un arrêt de cette boucle. Voilà l'exemple de l'hémostase, hein, qui est assez clair pour expliquer cela. Mais il y a également d'autres phénomènes qui sont liés à une rétroactivation. Également un phénomène physiologique un petit peu inhabituel, par exemple, qui est le cas de la lactation du bébé. Vous avez également une boucle de rétroactivation positive et également l'accouchement. Voilà, qui sont d'autres exemples. Et la rétroinhibition, rétroaction négative, on en a parlé, notamment avec la glycémie, mais on peut prendre également l'exemple de la température corporelle, où vous avez par exemple le stimulus qui va être de la chaleur, qui va être détecté par des thermorécepteurs, centre de régulation, qui va comparer et voir qu'il y a une augmentation trop importante de la température. Et donc l'effecteur va induire une réponse de diminution de la température corporelle et revient à un équilibre. Et vous avez exactement le même principe pour la stimulus qui serait le froid. Donc voilà, je ne reviens pas sur cette rétroinhibition, mais
voilà, le schéma l'explique très bien. Et donc, vous avez donc deux régulations qui sont complètement différentes, mais qui, à terme, aboutissent bien sûr à un maintien de l'homéostasie. Maintenant qu'on a vu les grands mécanismes de l'homéostasie, on va donc maintenant se concentrer sur les modèles que l'on peut utiliser pour qualifier l'organisme. Et les deux premiers, je vais aller assez vite parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais je vous les donne pour que vous sachiez ce que c'est. Alors, il y a tout d'abord le modèle anatomique. On a une perspective viscérale, c'est-à-dire qu'on va considérer l'organisme comme un ensemble bah, d'organes additionnés, et c'est ce qui forme le modèle anatomique. Et il y a également un autre modèle qui est le modèle biochimique. Cette fois-ci, on a une perspective biochimique, c'est-à-dire que l'on considère l'organisme comme un ensemble d'éléments chimiques, hein, notamment ceux qui sont mentionnés juste après, avec par exemple l'eau, le gras, etc. Voilà pour ces deux modèles que je détaille pas trop, mais il faut savoir qu'ils existent et on va surtout maintenant se concentrer sur le modèle physiologique avec une perspective physiologique et on va considérer ici l'organisme comme un ensemble de compartiments, c'est-à-dire un ensemble d'organes qui assurent une même fonction. Donc dit comme ça peut paraître un petit peu abstrait, mais on va donc considérer différents modèles avec un certain nombre de compartiments. Et vous vous doutez bien que plus on aura de compartiments, plus on aura des éléments détaillés en termes de compartiments. Alors, vous avez le modèle qui est dit bicompartimental avec deux grands compartiments, avec d'abord de la masse grasse et de la masse maigre, avec physiologiquement chez la femme un petit peu plus de masse grasse, on peut le retenir. Ensuite, on a le modèle à trois compartiments. On a toujours le maintien de la masse grasse, hein, donc qui correspond à du gras pour faire simple, et notre masse maigre du modèle bicompartimental qui, dans le modèle à trois compartiments, va correspondre à de la masse osseuse, donc à de l'os, et le reste hein, qui va correspondre à de la masse maigre hors os. Et le troisième modèle hein, qu'on peut utiliser en physiologie, c'est pour ça que je vous donne ces trois grands modèles, c'est le modèle à quatre compartiments. Donc il y a toujours le compartiment donc, avec la masse grasse, votre masse osseuse et votre masse maigre hors os du modèle à trois compartiments. Dans le modèle à quatre compartiments, ça correspond au liquide extracellulaire hein, qu'on a vu voilà, juste avant et on va le revoir juste après. Et il y a également la masse cellulaire active, hein, donc vraiment les cellules qui sont actives. Et voilà pour le modèle physiologique hein, qu'il faut essayer de retenir, surtout au niveau des trois grands modèles que l'on vient de voir. Pour finir, on va illustrer un petit peu tout ça sous la forme d'un exemple, et c'est l'exemple de l'eau chez un homme de 70 kg. Alors, on va reprendre un petit peu ce petit schéma qu'on a vu lorsqu'on avait parlé du maintien des limites, avec les différents milieux hein, qui contiennent, si on veut bien, de l'eau et en fait du liquide. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir une distribution d'eau qui va être très importante, hein, on l'avait vu, que l'organisme, lorsqu'on avait parlé de l'eau en conditions vitales, va constituer environ 60% du total de la masse corporelle. Et on va déjà commencer par le liquide intracellulaire, qui lui va contenir 2/3 de l'eau totale de l'organisme, c'est-à-dire sur les 60% d'eau qu'on a, ça va être les 2/3 de l'eau totale, c'est-à-dire 40%, et ce qui correspond environ à 28 litres, et c'est ce qui correspond à ce qui est à l'intérieur des cellules. Ensuite, on a le liquide extracellulaire qui va contenir le reste des 60%, c'est-à-dire 20%, ce qui fait 1/3 de l'eau totale et ce qui fait environ 14 litres. Et donc l'addition de ces deux éléments, on arrive bien aux 60% que je vous ai dit, de la masse corporelle totale, et ça fait environ 42 litres chez une personne de 70 kg. Donc 40 en intracellulaire, 20% en extracellulaire, ce qui fait un total de 60, et on retombe bien sur ce que l'on avait dit. Et ensuite, pour le liquide extracellulaire, vous avez parmi les 20% de liquide extracellulaire, une très grande partie, une majorité qui est dans le liquide interstitiel avec 15%, ce qui fait environ 10,5 litres. Et les 5 autres pourcents, c'est ce qui va faire le plasma sanguin, environ de 3,5 à 4 litres du volume sanguin.
et c'est ce qui forme le volume du plasma sanguin. Donc voilà pour la répartition assez générale de ces différents volumes et de ces différents pourcentages de masse corporelle parmi les différents compartiments qu'on avait vus. Et bien voilà, on en a terminé avec cette vidéo. En termes d'ouvrages que j'ai utilisé principalement cet ouvrage-là, Anatomie et physiologie humaine, 11e édition. Et vous pouvez bien sûr retrouver un certain nombre d'éléments dans cet ouvrage si vous voulez compléter, etc. En tout cas, j'espère que cette première vidéo de physiologie vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des retours, bien sûr, dans les commentaires. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, Maître Physio 9001. N'hésitez pas également à partager la chaîne et à rejoindre le serveur Discord qui est présent en description. Et j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.